Je me présente, Hugues Sibyl. Je vais animer, c'est vraiment le mot, parce qu'on va essayer de travailler ensemble 7h30. Je suis ici en tant que président d'Avis, qui est un centre de ressources sur l'entrepreneuriat social. J'ai créé avec un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, Jean-Marc Borrello, Virginie Segers et pas mal d'autres, un collectif pour le développement de l'entrepreneuriat social. Et je suis de temps en temps banquier au Crédit Coopératif. C'est aussi peut-être pour ça qu'on m'a demandé d'être là. Mais je serai surtout là pour vous passer la parole. Je vous redis quand même ce qui est écrit, puisque quand on fait une commission, c'est toujours pas mal de savoir quel est le sujet qu'on nous a demandé de traiter. Donc le titre, c'est « Finance et investissement, comment favoriser et accompagner les entreprises responsables ». Peut-on imaginer que la crise financière réoriente les investissements vers des entreprises plus responsables? Les entreprises d'avenir seraient-elles une opportunité pour un capitalisme plus régulé? Des business angels au fonds d'investissement des banques spécialisées dans l'aide aux PME, aux nouveaux philanthro-capitalistes, les partenaires financiers des entrepreneurs ont-ils de nouveaux critères sociaux, environnementaux et éthiques pour orienter leur choix d'investissement? Alors la méthode, je pense que vous êtes un certain nombre à être là depuis ce matin, on a un certain nombre de gens que je vais vous présenter, non pas à la tribune, puisqu'on est en cercle, donc on est tous d'une certaine manière sur la même tribune, mais c'est vraiment qu'ensemble, en partant des expériences, des pratiques, des idées, des propositions des entrepreneurs d'avenir que vous êtes, qui ont été choisis, pour cela qu'on parte de vos idées, de vos propositions, de vos expériences, pour, avec les témoins qui sont autour de moi que je vais vous présenter, essayer de dégager pour 16h30 quelques pistes qui seront rapportées en Assemblée Générale. Donc on est vraiment là, c'est pas un colloque, je le redis bien une fois, c'est pas un colloque, c'est une séance collective de travail pour faire avancer les idées des entrepreneurs d'avenir, et notamment sur la question du financement. Alors quand même, on a à cette tribune des gens impressionnants, que je vais présenter. René Caron, qui est à ma droite. René Caron est président de Crédit Agricole SA. C'est quand même pas rien. Il a un passé que je ne vais pas vous présenter. Je pense qu'il y a des fiches qui ont été là, mais il a quelque chose qui nous dira peut-être, dans le domaine qui est un peu celui d'aujourd'hui, différentes expériences, dont une dont on a parlé tout à l'heure, avec Mohamed Younous. Vous avez créé une fondation, Grameen, qui est intéressante parce que, bon, je pense qu'elle montre un peu ce qui peut se passer sur ce qu'on peut appeler des entrepreneurs d'avenir. À ma gauche, quelqu'un que je pense que vous avez commencé à connaître, puisqu'on l'a déjà vu 2 fois dans le monde, Sir Ronald Cohen, qui est quelqu'un, pour ceux qui connaissent peut-être moins bien le capital risque, qui est un personnage considérable du capital risque anglais, avec Apax, et puis qui a présidé toute une série d'organisations professionnelles du capital risque, et qui, après avoir magnifiquement réussi dans ce secteur, s'intéresse aujourd'hui à financer l'entrepreneuriat social. Et je le remercie très vivement bon, c'est facile maintenant de traverser la Manche, Sir Cohen, mais merci d'être avec nous aujourd'hui, d'autant plus que vous allez le voir. J'étais un petit peu inquiet parce qu'on ne se connaissait pas, mais Sir Cohen parle un français qui vaut le mien et le vôtre, donc on va pouvoir parler avec lui très facilement. Alors, on a d'autres témoins de très grand niveau, et je garde pour la fin le législateur qui nous accueille ici, à qui je passerai la parole, M. Charrier. Donc, on a M. Gauthier, Emmanuel Gauthier, de Natixis Asset Management, qui nous parlera notamment, enfin, qui répondra à vos questions, qui complétera notamment sur le thème de l'épargne salariale solidaire. Beaucoup d'argent à l'heure actuelle dans le champ de l'épargne salariale, et donc des possibilités de ressources pour financer les entrepreneurs d'avenir. Jean-François Descaves, président de la financière Champlain, qui est là, et qui lui aussi a une expérience intéressante dans le cadre de la finance éthique. Et puis il nous manque Gonzague de Blinière, de Barclays Equity, qui est par ailleurs président de Paris Entreprendre, donc le réseau Entreprendre, un réseau qui favorise la création d'entreprises et qui a un programme qui s'appelle Entreprendre autrement, enfin un réseau qui, je pense, rassemble pas mal d'entrepreneurs d'avenir. Donc j'espère que Gonzague va nous rejoindre rapidement. Alors, je vais passer la parole maintenant à M. Charrier, qui a la gentillesse de remplacer, non pas au pied levé, parce que c'est quand même assez largement grâce à vous, M. Charrier, que cette manifestation se tient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et on vous en remercie vivement. On est content que le législateur s'intéresse aux entrepreneurs d'avenir. Peut-être quelques mots d'accueil dans cette maison, et je sais que vous serez avec nous à la fin de la journée pour faire la synthèse et peut-être nous faire quelques propositions pour le futur. Donc, merci à vous tous
et à vous toutes d'être présents ici parce que le Parlement, même si nous avons la chance d'être dans un des rares pays au monde à vivre en démocratie, et comme cela a été dit ce matin, en partie grâce à l'économie de marché, il faut absolument faire évoluer l'économie de marché, il faut préserver la démocratie, et le Parlement ne peut pas à lui tout seul tout faire. Et il faut bien se garder de ne compter que sur le Parlement, parce que plus on fait de lois, moins ça fonctionne. C'est un député qui est dans cette maison depuis 27 ans qui vous le dit, qui en est à son 7e mandat et qui s'est toujours spécialisé. Je parle de lui à la 3e personne, ça me fait un drôle d'effet. Je me suis spécialisé sur le monde de l'entreprise, l'économie de marché. Je suis connu pour mes déclarations un peu contre, non pas les grandes surfaces, mais certaines pratiques anormales de certaines grandes surfaces. L'idée étant que si nous voulons sauver l'économie de marché et la démocratie, il faut absolument faire ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui, exprimer le plus possible l'environnement social, le développement social et responsable. Merci, Monsieur le Président de Generali, d'être là. Je vous redirai un certain nombre de choses tout à l'heure. La dernière chose, après vous avoir accueilli avec vraiment beaucoup d'intérêt, vous dire pourquoi Patrick Ollier n'est pas là maintenant, parce que le monde politique est un peu compliqué. Nous avons en ce moment en commission des affaires économiques, où je suis un secrétaire, la loi sur le tourisme, et nous découvrons comme par hasard qu'il y a plus d'amendements que prévu et que les débats prévus que pour ce matin dureront jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi Patrick Ollier ne peut pas être là, mais voilà pourquoi par mes mots il vous accueille avec la plus grande sincérité. Bravo déjà ce matin pour la qualité de vos débats, et prenez conscience que vous êtes la France de l'avenir. Merci, monsieur le député. Merci d'avoir souligné que nous avions le privilège d'avoir avec nous le président de Generali. Évidemment, monsieur le président, vous aurez la parole quand vous le voudrez. Donc, on a accueilli notre dernier panéliste, cher Gonzague. Donc, je vous ai déjà présenté. Donc, on démarre. Peut-être avant de venir près des entrepreneurs d'avenir qui ont été sollicités pour donner quelques premiers témoignages. Je vais me tourner vers Sir Cohen et vers Monsieur Caron pour quelques mots d'introduction. Monsieur Cohen, je voudrais quand même que vous nous disiez comment un homme qui a passé sa carrière dans le capital risque un jour se dit, je vais m'intéresser à l'entrepreneuriat social et je vais créer des fonds qui vont servir à financer ce type d'entreprise, alors qu'on a eu un autre parcours quand même jusqu'ici. C'est quelque chose qui est assez rare et qui mérite peut-être témoignage avant qu'on parle du reste. Merci, Monsieur Sibyl. D'abord, c'est un honneur pour moi de participer avec vous à ce débat. C'est un secteur qui m'est très cher, le secteur de l'investissement social. Et c'est un secteur qui est très prometteur, à mon avis, si nous savons tous, dans tous nos divers pays, agir comme il faut. Moi, je suis arrivé à la réalisation en l'an 2000, lorsque le Trésor britannique m'a demandé de me pencher sur la question de la pauvreté en Grande-Bretagne. Je me suis rendu compte que notre activité, une chose que je savais déjà, mais enfin j'en ai vu les conséquences, que nos activités dans un système capitaliste faisait que les conséquences économiques de nos actions étaient prises en considération par le système, mais pas les conséquences sociales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le financement du capital risque a permis à beaucoup de personnes de s'enrichir. La création d'une société qui est beaucoup plus entrepreneuriale a créé des gouffres de plus en plus importants entre les riches et les pauvres. Et si nous ne nous préoccupons pas des tensions sociales qui en résulte, nous retournerons vers un système capitaliste avec des grands taux d'imposition, avec la redistribution par l'État et avec des taux de croissance beaucoup plus faibles. Et j'ai commencé donc à me pencher sur la question de cette pauvreté et comment peut-on remédier à ces problèmes que le système, lui, ne résout pas. Et c'est comme ça que je suis arrivé à un certain nombre d'initiatives dont vous allez nous parler tout à l'heure. René Caron, même chose, un mot d'introduction, une très grande banque française. Vous innovez dans un certain nombre de domaines qui intéressent les entrepreneurs d'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire en ouverture? D'abord, je veux dire que je suis ravi d'être ici, et je suis plus ici pour écouter que pour parler. Parce que je crois qu'on entre effectivement, comme l'a dit le député, dans un monde qui ne doit pas être demain comme il était hier. Parce que je crois que dans ce monde, les gens qui ont des certitudes sont des dangers publics.
et qu'il est préférable d'avoir quelques convictions et très peu de certitudes. Et je le dis d'autant plus fort que cette crise me semble avoir eu la caractéristique de faire en sorte que les principaux acteurs ou l'élite se recroquevillent sur elles-mêmes et par là même pensent reproduire demain ce qu'elles vivaient hier. Et ça, on ne peut pas, on ne doit pas le faire. Alors le groupe Crédit Agricole, parce qu'il est un acteur de proximité, parce qu'au fond il a un lien direct avec nos concitoyens, bien sûr s'est adapté à leurs demandes et que nous avons pris beaucoup d'initiatives ici ou là dans le domaine qui nous rassemble aujourd'hui. Pour autant, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'initiatives à réorganiser, à structurer, parce que je crois que la crise que nous vivons n'est que l'avant-crise d'une autre crise qui était celle du coût du détériorement de l'environnement. Et qu'il nous faut par tous les moyens écouter ce que pensent les principaux acteurs et essayer d'intégrer dans la résolution de cette crise les éléments que demain nous devons prendre en compte. Et le demain, c'est vraiment demain. Donc, je me réjouis de tout cela. Alors, sur Grameen. Oui, un mot parce que c'est un exemple finalement. Bon, c'est pas quelque chose qui en volume pour l'instant est important, mais c'est quand même significatif que le Crédit Agricole passe un accord avec Younous pour créer. Oui, alors, je veux dire aussi que nous sommes le premier acteur, je crois, de France Initiative, un des dominants de France Active. Bref, nous sommes impliqués. Mais pourquoi avons-nous créé Grameen en pleine tourmente financière? On m'a dit, quoi, vous êtes un peu fou quand même, quoi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que des voyages que j'ai pu effectuer en Asie m'ont montré que la préoccupation principale des dirigeants asiatiques, c'était leur agriculture. Comment développer l'agriculture pour pas qu'elle soit un ghetto dans un niveau de croissance? Première observation. Et j'ai constaté aussi que le microcrédit réussissait, sauf en agriculture. Et que, par conséquent, il nous paraissait nécessaire, logique avec notre histoire, parce que je sais d'où je viens et je sais où je serai dans quelques temps d'ailleurs, il nous fallait engager une action dans ce domaine. Mais aussi parce que je crois qu'en pleine crise financière, le microcrédit met l'argent à sa vraie place. En prêtant 100 € à une famille qui en a besoin, d'abord on est obligé de l'éduquer, de l'apprendre à gérer le peu d'argent qu'elle a, et ensuite on lui donne la possibilité de passer du statut de victime de son destin à acteur de son propre destin. Et c'est précisément l'origine du Crédit Agricole. Et donc, il m'a semblé que c'était utile de le faire et de témoigner. Nous avons mis 50 millions d'euros et cette fondation garantit les prêts qui sont accordés dans des pays, pour l'instant nous sommes au Kosovo, en Éthiopie, en Égypte ou en Asie, garantit des prêts accordés par des structures de microcrédit que nous certifions pour qu'ils puissent prêter avec une garantie qui effectivement leur permet de prêter un peu plus qu'ils ne pourraient le faire sans cette garantie. Voilà. Vous me permettrez au passage, puisque je suis quand même, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu crédit coopératif, de dire que les banques coopératives, je l'espère, seront auprès des entrepreneurs d'avenir qui sont dans cette salle, des banques qui ont une sensibilité peut-être particulière pour comprendre ce que ça veut dire qu'être entrepreneur d'avenir. On en parlera peut-être. Alors, je vais indiquer maintenant les entrepreneurs d'avenir à qui je vais passer la parole peut-être en premier, mais on essayera, si chacun essaie d'être assez concis, que le plus de personnes possible puissent s'exprimer. Jean-Michel Ricard de Ciel Bleu, une association encore, il va nous dire, dans le domaine de la prévention et de la santé. Idéo, Rachel Liu, Textile Éthique. Cinéo, Thomas Buffard, Nettoyage Auto, Insertion. Sylvain Brezard, Norcis, conseil informatique, et puis peut-être deux fonds qui sont originaux et atypiques. Laurence Meignery avec Citizen Capital. Je crois que j'ai compris tout à l'heure quand vous avez parlé avec Sir Cohen que ce qu'il a fait vous a inspiré, donc c'est intéressant qu'on soit ensemble dans la même salle. Et puis Fanny Picard pour Alter Equity, mais encore une fois, le plus de gens possible pourront témoigner, et Monsieur le Président de Generali, bien sûr, je vous l'ai dit, si vous voulez à certains moments intervenir, vous pourrez le faire. Alors je me tourne vers... Donc la règle, c'est des interventions plutôt courtes qui disent des expériences et qui essayent de proposer des pistes, et puis le panel ici réagit, complète, répond éventuellement aux questions que vous posez. Donc je me tourne vers Jean-Michel Ricard. Ciel Bleu est ici. Ciel Bleu, c'est quoi? Bonjour à toutes et à tous. C'est un groupe associatif qui regroupe un certain nombre de pôles, de structures associatives et privées, et qui propose de l'activité physique adaptée comme un outil de prévention.
Voilà, personnes âgées, personnes handicapées et salariés en entreprise. Par rapport au financement et l'évolution de notre groupe associatif, on a un gros souci, c'est qu'on n'a pas de financement. On n'a pas de financement au niveau des pouvoirs publics, parce qu'on n'est ni action sociale, ni santé, ni sport. On n'a pas de financement, vous parlez de financement subventionnel ou de financement en fonds propres Subvention ou en fonds propres, les deux. Les deux. Nous, surtout, c'est de l'investissement pour le développement de nos activités et de nos structures en France et à l'étranger. Des chiffres, en 2 chiffres, aujourd'hui, votre groupe, c'est quoi à peu près comme volume? C'est près de 10 millions de chiffres d'affaires. Et voilà, il y a à peu près 50 000 personnes touchées chaque semaine en France. Voilà. Et donc, comme on est dans l'associatif, on s'est dit on va aller voir les collectivités locales et territoriales. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Au niveau des pouvoirs publics, au niveau national, non plus. On a dit on va aller voir des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont surtout intéressés pour entrer dans le capital de notre structure commerciale, parce qu'une de nos activités est une entreprise qui appartient à 100% à notre groupe associatif. Mais nous, on n'est pas prêt à ouvrir le capital pour l'instant. On est allé voir des acteurs comme Oseo, on s'est fait mettre un petit peu à la porte, parce qu'ils n'ont pas trop compris pourquoi on venait les voir. Et donc, voilà, on est un peu dans un constat où, pour continuer à se développer, il va falloir de l'argent, de lever de l'argent, mais comme notre statut juridique est un frein et ces secteurs associatifs, ces structures juridiques associatives, on ne peut pas. Voilà. Donc c'est le gros frein au développement de notre groupe en ce moment, en France, mais aussi à l'étranger. Alors on ne peut pas, vous avez un voisin qui dirige un groupe associatif, Jean-Marc Boileau, que je vois hocher la tête parce que lui, il a un groupe associatif et il a l'air d'y arriver. Mais enfin, il pourra parler tout à l'heure s'il le veut. Mais vous avez imaginé changer de statut ou diversifier votre statut ou pour lever cette difficulté? Pour lever cette difficulté, on est en train de monter, on a créé déjà une entreprise commerciale dont les dividendes seront montés à l'association, ce qui nous permet de continuer notre développement. On est en train de finaliser un fonds de dotation associatif pour faire entrer des partenaires, et on est en train de réfléchir, entre autres, avec un certain nombre d'acteurs bancaires, à la création d'un fonds commun de partage pour lever des fonds et continuer notre développement. Voilà. Très bien. Et structure juridique, changement de structure juridique, non, pas pour l'instant. Gonzague de Blinière, apparemment. Pourquoi au départ vous avez choisi ce statut d'association? Parce qu'il existe dans le nord ou dans l'est énormément de réseaux d'aide à la création d'entreprises ou d'aide à ce genre d'initiatives, comme les réseaux Entreprendre par exemple, que vous avez peut-être déjà rencontrés. On a été primé avec notre filiale commerciale par Réseau Entreprendre. Voilà. Donc vous avez été aidé quand même. Pour notre filiale commerciale, mais qui a moins d'1 an. Voilà. Mais juste pour ce secteur-là. Pas pour l'associatif. Pas pour l'associatif. Il n'y a pas de soutien, c'est quelque chose assez à créer, je pense. D'accord. Alors, vous avez cité 2 dispositifs, peut-être si à la tribune il y a des gens qui veulent dire quelque chose là-dessus. Les fonds de dotation, donc dispositif nouveau, qui est en train de se mettre en place, qui modifie quand même pas mal le paysage juridique français. C'est quand même un dispositif qui, par sa simplicité, est quand même assez détonnant dans le système juridique français. Est-ce que, dans le panel, M. Gauthier, les fonds de dotation, par rapport aux entrepreneurs qui sont là, notamment peut-être les entrepreneurs sociaux et à forme associative, effectivement, pour lesquels le fonds de dotation peut être ou non un moyen de financement? Moi, je ne parlerai pas des fonds de dotation. Simplement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un agrément d'entreprise solidaire, par exemple? Micro. Il s'éteint tout seul, donc il faut le rallumer. On vient de faire la demande pour nos 2 structures associatives. Parce que sachez que, justement, il y a des investisseurs qui, aujourd'hui, sont prêts à investir dans des structures telles que la vôtre. Ce sont les investisseurs solidaires. Et il faut bien avoir à l'esprit que, grâce notamment aux politiques, ça, il faut le souligner, depuis février 2001, cette forme d'épargne est devenue obligatoire dans le volet retraite de l'épargne salariale. Et à compter du 1er janvier 2010, cette forme d'épargne va devenir également obligatoire dans l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise en France. Donc on va voir une montée en puissance de cette finance, qui est une finance de proximité, qui vise justement à financer des entreprises telles que la vôtre, qui offrent qui produisent des biens et des services à forte valeur ajoutée sociale. Et donc
moi j'ai la lourde tâche, mais aussi c'est une source de grande satisfaction professionnelle, de gérer 50% de l'épargne solidaire en France. Alors je vous rassure tout de suite, les ratios d'investissement sont aujourd'hui atteints. Cela étant, s'il y a un nouveau changement d'échelle, comme cela peut se produire à compter du 1er janvier 2010, lorsque tous les fonds, toutes les entreprises se seront équipées de fonds solidaires, et bien là il y aura la possibilité d'investir dans des projets tels que le vôtre, à condition bien sûr que vous ayez obtenu cet agrément préfectoral. Monsieur Charrier me suggère à juste titre, si sur cette question-là, épargne salariale solidaire, il y a des questions à monsieur Gauthier, effectivement c'est un sujet assez lourd. Et puis après je demanderai peut-être à Jean-Marc Borrello qui dise un mot sur, puisque tu as créé un fonds de dotation, qui dise un mot sur pourquoi SOS vous avez créé un fonds de dotation et qu'est-ce que vous en attendez. Donc est-ce que sur épargne salariale solidaire, il y a de la salle des questions dans le prolongement de ce que monsieur Gauthier vient de nous dire? Non? Vous y réfléchissez, puis vous revenez vers lui tout à l'heure. Tout le monde est suffisamment bien informé de cette nouvelle opportunité. Parce que Ah bon. Monsieur Gauthier a tout à fait raison. Les grands volumes en fait de financement, disons à caractère solidaire, c'est de l'épargne salariale qui vont venir. D'ailleurs, il faut regarder les résultats de Finansol pour voir que aujourd'hui, dans la finance solidaire, c'est quand même l'épargne salariale qui apporte les gros chiffres. Pour le député que je suis, qui a voté la loi mais qui ne s'en souvient pas, je suis le naïf. Est-ce que vous pourriez en 2 mots expliquer ce que c'est pour que les gens dans cette salle repartent avec une meilleure connaissance de cette opportunité, s'il vous plaît? Oui, donc les fonds communs de placement d'entreprises solidaires, ce sont des fonds communs, donc réservés aux salariés dans des entreprises françaises, privées et qui touchent une part de la participation, de l'intéressement. Cette épargne est gérée avec un horizon de placement de 5 ans. Et depuis donc la loi de février 2001, ces fonds solidaires sont devenus obligatoires dans le volet retraite de l'épargne salariale. Depuis la loi LME d'août 2008, ces fonds solidaires vont devenir également obligatoires dans l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise. Donc en clair, par exemple, chez Natixis Interépargne, nous sommes leaders sur l'épargne salariale, nous avons 26 000 entreprises à équiper en fonds solidaires. Pour être qualifiés de solidaires, ces fonds doivent investir 5 à 10% des actifs collectés dans des titres non cotés. Ça peut être des prises de participation en capital, ça peut être également des titres de dette émis donc par des entreprises agréées solidaires par les préfectures. On s'oriente vers un doublement, voire un triplement des actifs à court terme, à moyen terme. Aujourd'hui, ce qui en volume, en prévision, ça fera combien? Aujourd'hui, nous avons 300 millions d'euros d'actifs chez Natixis Interépargne et Natixis Asset Management. Ça fait 50% de l'épargne, voilà, ça fait 600 millions au global. L'épargne solidaire au sens large, c'est 1,6 milliard d'actifs. Donc c'est à la fois beaucoup et peu, mais simplement cette nouvelle loi va constituer, c'est un véritable appel d'air, une montée en puissance à moyen terme de l'investissement solidaire. Et l'objectif, donc nous avons créé justement un outil tout à fait innovant pour gérer ces actifs solidaires. Nous avons créé un FCPR dont l'objectif est de collecter cette épargne auprès des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise. Tout le monde n'est pas forcément... Et à partir de cette collecte, nous réinvestissons nous investissons dans des entreprises solidaires à taille humaine qui sont bien sûr ancrées sur les territoires de proximité. Donc, conclusion. Une association comme la vôtre se fait et il n'y a aucun problème pour que, d'après ce que vous nous dites, vous vous fassiez agréer par le préfet de votre département. Et sachez simplement, enfin, si vraiment une association comme la vôtre n'est pas agréée, bon, je ne comprendrai rien, il faudrait nous le dire. Mais 1, vous faites agréer, et 2, vous savez qu'il y a quelque part, de façon un peu confuse, mais très très réelle, il y a de l'argent qui va devenir de plus en plus disponible pour aider des entreprises comme la vôtre. Vous avez déjà gagné le soutien d'un député pour avoir l'agrément, c'est déjà bien parti. Jean-Marc Borrello, un mot peut-être sans réexpliquer tout ce que les fonds de dotation, mais donc tu diriges un groupe associatif qui a toute une série de filiales avec une holding associative. Vous avez créé un fonds de dotation. Pourquoi un fonds de dotation?
Parce que ça devenait possible et que selon le modèle un peu anglo-saxon, on a créé, et c'est une excellente initiative, des fonds de dotation qui permettent pour les donateurs d'avoir les mêmes avantages que dans les fondations, avec un fonctionnement qui est extrêmement souple, qui est un fonctionnement qui est plus de l'ordre d'une association. Donc l'idée, c'est effectivement de recourir de permettre aux donateurs d'avoir accès à un dispositif souple. Celui d'SOS s'appelle acteursdelasolidarité.org, vous le trouverez facilement, c'est là qu'on peut faire des dons, puisqu'on me donne la parole. Et donc ça permet à toutes les structures associatives de disposer d'un outil de réceptacle, et c'est une excellente idée qui nous vient très clairement des pays anglo-saxons où ça fonctionne depuis très longtemps. C'est une reprise des Empowerment Funds qui sont aux États-Unis et qui ont été transposés en fait à l'occasion du problème du financement du transfert du Louvre au Moyen-Orient. Je me tourne juste pour un mot vers Sir Cohen. Donc nous avons là une association, c'est-à-dire une structure non-for-profit, donc qui nous dit moi je me développe même beaucoup. J'ai démarré dans une partie de la France, maintenant je suis sur toute la France et je rencontre des problèmes de financement. Au Royaume-Uni, des structures non-for-profit, elles peuvent se financer, elles peuvent trouver des fonds propres ou équivalents fonds propres pour se financer? Le problème en Grande-Bretagne est similaire au problème français, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il existe énormément d'argent. Les fonds de dotation britanniques ont 60 milliards de livres. Et malgré ces 60 milliards de livres, 75% des organismes caritatifs, dont il y a 160 000 en Grande-Bretagne, n'ont que 3 mois de fonds de roulement. Leurs capitaux, pas de fonds de roulement, de capitaux, de fonds propres, si vous voulez. Donc le problème, c'est un problème d'échelle. On n'arrive pas à bâtir une entreprise significative sans financement, que ce soit dans le domaine des affaires ou que ce soit dans le domaine social. Et c'est pour ça qu'il faut en quelque sorte, non pas créer des initiatives ponctuelles, mais essayer de créer un système de financement. Et en Grande-Bretagne, nous nous heurtons au besoin de créer une banque sociale d'investissement. Sans une banque sociale d'investissement qui réunisse un capital important, nous demandons 300 millions de livres. Aujourd'hui, avec la livre qui ne fait que baisser par rapport à l'euro, ça fait à peu près 400 millions d'euros. Nous voulons un capital significatif et nous voulons un organisme qui ait pour but de développer le financement du secteur social, que ce soit des modèles qui sont à but lucratif et réinvestissement pour des buts sociaux, ou que ce soit des modèles totalement sociaux qui n'aient aucun revenu. Mais de manière ou d'autre, il faut créer un système qui finance l'activité, l'entrepreneuriat social, comme on a été obligé de le faire pour l'entrepreneuriat des affaires il y a une trentaine d'années. Je soufflais dans l'oreille de René Caron qu'en France, on a une organisation que vous n'avez pas au Royaume-Uni qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations et qui, pour partie, pendant longtemps, a eu ce rôle d'être un investisseur social, ou en tout cas un investisseur qui n'attendait pas des retours du niveau du marché pour financer un certain nombre de choses. Là-dessus, vous voulez dire quelque chose? Non. Alors, sauf si monsieur... Non, c'est bon. De toute façon, on est là pour échanger et pour poursuivre après. Donc, deuxième témoignage, celui de Rachel Liu, la société Ideo, textile éthique. Elle est là, Rachel. Donc, peut-être rappeler quelle est votre activité et puis les 2 ou 3 chiffres qu'il faut connaître. Oui, donc je suis Rachel Liu, l'une des 2 fondatrices de la marque de vêtements écologiques et éthiques Ideo. Donc c'est une société qui est sous forme de SAS, qui a été créée en 2002 par mon associée Nina Giorgi, qui était styliste, et moi-même, donc issue plutôt d'école de commerce. Donc 7 années d'existence, aujourd'hui 15 salariés, 250 points de vente indépendants nous revendent. L'an dernier, on a réalisé un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros et on a créé notre première boutique en propre à Nantes il y a 8 mois. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on s'est créé, c'est vrai qu'en 2002, l'économie sociale et solidaire et surtout la consommation éco-responsable était encore à ses débuts. On avait l'ambition de créer une société viable et qui puisse s'adresser au grand public. Aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution de la société nous prouve que je pense qu'on avait raison à ce moment-là. Comme l'a dit Monsieur Charrier, c'est vrai que
on pense tous d'une certaine manière faire partie de la France de demain, celle d'après cette crise. En tout cas, si ça pouvait servir à ça, ça serait formidable. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir les moyens pour soutenir cette ambition, les moyens financiers. Donc on en est justement à essayer de passer du stade de TPE qui est encore un petit peu artisanal, qui est très sympathique, mais qui s'adresse, de par ses petits moyens, à un cercle réduit de gens qui sont prêts à faire des démarches pour accéder à ce type de produit, à payer un peu plus cher, à aller peut-être dans des magasins pas forcément bien placés, à se renseigner, etc., à passer à une offre vraiment destinée au grand public, parce que demain, tout le monde, selon nous, sera intéressé par acheter des produits écologiques, bio, respectueux de l'homme. Ça se passe, on le voit en ce moment quand même dans l'alimentaire. On pense que le textile va y venir. Et pour ça, en fait, on a quand même des difficultés à rencontrer des partenaires financiers qui nous comprennent, tout simplement. Donc c'est exactement ce que vous disiez. On rencontre des fonds d'investissement, puisque nous, l'optique, c'est vraiment d'ouvrir notre capital. Donc on rencontre des fonds qui soit sont des tout petits fonds qui ont des moyens quand même très limités, mais qui sont complètement en phase avec nos critères, soit ne comprennent pas notre activité et n'ont pas forcément les critères nécessaires pour évaluer notre performance, qui n'est pas uniquement économique, mais qui est aussi sociale et environnementale. On sent qu'ils ont envie, parce qu'ils savent que c'est l'avenir, mais ils ne savent pas comment faire. Donc ils restent frileux. Et c'est vrai que si j'avais un message à faire passer, c'est peut-être comment en fait sensibiliser les fonds pour qu'ils nous comprennent mieux, pour qu'ils puissent nous évaluer. On n'est pas là pour leur vendre des rentabilités. On va demander ça à Gonzague, voilà. mais vous pouvez dire, vous êtes en train de faire une deuxième levée de fonds, donc vous pouvez dire un chiffre en ordre d'importance? Bien sûr. Oui. Alors là, on cherche 1,5 million d'euros pour ouvrir un réseau de 80 boutiques sur la France entière. Et donc, si je résume la question aux gens qui sont ici, et éventuellement à ceux de la salle qui veulent y répondre, c'est soit on a des petits fonds qui nous comprennent mais qui n'ont pas l'argent pour mettre 1,5 million, soit il y a des gros fonds et qui auraient les moyens, mais vous leur faites un peu peur quand même. Alors, oui, mais il y a aussi la question de la cohérence, c'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'ouvrir notre capital à n'importe qui. Ouais. On souhaite l'ouvrir à des gens qui nous comprennent et qui vont respecter notre manière de procéder. Et c'est vrai qu'il y a sûrement une frilosité de leur part, mais j'avoue, il y a aussi des craintes de la nôtre de se faire grignoter petit à petit au niveau économique, mais aussi au niveau des valeurs. Alors, on va demander à Gonzague de Bénière, puis peut-être René Caron de... Enfin, pas seulement une réponse, mais comment vous analysez le sujet? Est-ce que vous le voyez aussi? Comment est-ce qu'on peut le faire avancer? Moi, je crois que votre entreprise, vous l'avez créée sur Paris, c'est ça? Voilà. Bon, je ne suis pas obsédé par le réseau Entreprendre, mais je vous rappelle quand même que... Quoique, le réseau Entreprendre, c'est quand même une association que j'ai créée en 2004 et qui a permis de créer près de 125 entreprises avec des prêts d'honneur, qui est du micro, qui est en fait du macrocrédit. Je vous rappelle que l'avantage du prêt, finalement, c'est ce que disait Mohamed Younous, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un une fois, vous êtes obligé de le revoir une deuxième fois, parce que c'est un prêt. On a eu un prêt de Paris Entreprendre, 20 000 euros. C'était très bien, mais je veux dire, si on est censé être la France de demain, c'est pas avec 20 000 euros qu'on va y arriver. Alors, je suis d'accord, Ah, on vous l'a dit, la parole est libre ici et c'est vivant. Hein. Je pense que grâce à ce prêt de 20 000 euros, vous avez eu un crédit du Crédit National, de la caisse du Crédit Agricole. Vous avez un crédit. On a eu un crédit de la Nef, qu'on remercie d'ailleurs, 13 000 euros. Bon, mais il faut les remercier. C'est toujours pas avec ça qu'on fait la France de demain. Moi, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans ce métier. Si vous cherchez plus de 500 000 euros, vous pouvez peut-être aller voir un fonds. Mais c'est compliqué, parce que ce sont des gens qui sont très exigeants et dans le venture qui ont des exigences de rentabilité très fortes. Moi, ma suggestion, c'est de commencer un peu plus petit et d'aller chercher des business angels. Parce que moins de 500 000 euros, vous avez des gens, c'est une question de coup de cœur. En plus, vous cherchez des gens qui ont une éthique, qui ont une façon de travailler, qui ont un relationnel avec vous, qui n'est pas forcément celui du venture capitalist, que vous pouvez peut-être trouver, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Enfin, il y en a quand même 200 investisseurs. Il y en a peut-être une cinquantaine qui sont éligibles pour votre style d'intervention. Mais moi, je serais vous, j'irais voir des réseaux comme les réseaux de Business Angel qui existent. On le fait, mais c'est vrai on va demander à Jean-François Descaves. Simplement, moi, je confirme avec une casquette qui s'appelle l'Institut de développement de l'économie sociale, qu'en gros, on arrive aujourd'hui, et puis France Active, je ne crois pas qu'il soit dans la salle, mais s'il était là, il le dirait, on finance jusqu'à 500
500 000, 600 000 en fonds propres, pas trop difficilement avec les outils, disons, de l'économie sociale. Par contre, au-dessus, entre 500 000 et plus, quand il y a des projets importants, y compris des projets de reprise d'entreprise par les salariés qui peuvent demander des financements plus importants, là, il y a une zone qui est aujourd'hui sans doute plus difficile à financer. Donc, est-ce que la financière de Champlain peut apporter des réponses ou orienter là-dessus ? Oui, je pense qu'on peut apporter des réponses. Jean-François Descaves, je suis président de la financière de Champlain. Et en fait, la financière de Champlain, c'est une société de gestion indépendante qui a été créée en fait, pour investir utile. Donc, on investit, juste un petit point pour présenter, on investit en fait dans les sociétés qui ont du sens, soit sur des secteurs comme l'environnement, la santé, ou sur des sociétés qui sont responsables et qui sont gérées de manière responsable en interne. Je suis content de pouvoir vous répondre puisqu'en fait je suis acheteur de vos produits dans la boutique Altermundi du 4e. Vous savez qu'on va pouvoir faire des affaires à l'Assemblée nationale. Voilà. Je m'en doutais que ça allait terminer à la fin. Non, ce n'était pas prévu. Et donc, en fait, on vient de lancer en collaboration avec Ciparex un fonds un FCPI qui investit en fait dans toutes les sociétés qui font partie de l'univers du développement durable. Et donc, c'est avec plaisir que je vous donnerai leurs coordonnées, puisque leur but, c'est peut-être pas d'investir 1 million d'euros dans votre capital, ça me paraît un petit peu difficile, mais c'est d'investir dans des sociétés qui améliorent, qui ont des valeurs, en fait, puisque le logo de Financière de Champlain, c'est le respect des valeurs. Donc, je vous donnerai les coordonnées. Et l'activité principale de Financière de Champlain, c'est d'investir dans des sociétés qui sont cotées. Donc, c'est une deuxième étape pour vous, certainement. Mais il y a ce FCPI qui doit pouvoir vous arranger la situation. Vous savez qu'il y a actuellement un certain nombre de gens qui travaillent à l'idée d'une bourse de l'entrepreneuriat social comme il en existe une au Brésil et en Afrique du Sud. Finalement, monsieur le député, la bourse de l'entrepreneuriat social est en train de se créer à l'Assemblée nationale. Là, on est en train de faire... On est dans une salle de marché, pratiquement. Sauf que concrètement, cette FCPI va prêter combien ? Non, parce que le FCPI... si vous nous dites tous que vous ne pouvez pas prêter plus de 500 000 euros, alors qu'objectivement ce genre d'entreprise peut avoir, peu importe, hein, j'imagine que c'est tout à fait fondé qu'elle ait besoin d'1 million d'euros, vous dites je vais vous aider, mais par exemple maximum 150 000 euros, ça lui oui, non, mais en fait c'est difficile de savoir aujourd'hui en fait ce que je vais pouvoir lui prêter. Enfin, ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est Ciparex. En collaboration avec Champlain. Simplement, je pense que ce qui est très important, le plus important, c'est les convictions et les valeurs. Et chez Financière de Champlain, en fait, on souhaite vraiment aider ces petits projets dans le même sens que la Financière de Champlain a commencé, en fait, tout petit, avec des valeurs. Aujourd'hui, on est un peu plus grand et on fera le maximum, en fait, pour aider ces sociétés qui ont les mêmes valeurs que les nôtres. Cher Cohen, peut-être un mot là-dessus. Donc un projet intéressant, textile équitable, qui se développe et qui a besoin de lever, alors vraiment là clairement des fonds propres. Est-ce que par rapport à votre expérience, vous souhaitez dire quelque chose ? Ça, en Angleterre, on peut le trouver chez Bridges Ventures aujourd'hui. Et il faut absolument créer des fonds de capital risque à but social si nous voulons pouvoir donner de l'échelle à ce secteur. Bridges Ventures a été créé il y a 2002. J'en suis le chairman, le président. Notre dernier fonds est un fonds de 75 millions de livres, donc environ 100 millions d'euros. Le premier fonds était un fonds de 40 millions de livres, donc au total, nous avons aujourd'hui environ 150 millions d'euros. Nous pouvons investir jusqu'à 7 millions d'euros dans une seule société. Mais le pas à franchir est un pas extrêmement significatif. C'est le pas de lever les fonds sur la base d'un rendement qui est inférieur au rendement du capital risque normal. Et nous avons levé ces 150 millions d'euros en allant chez des investisseurs en 2002 et puis ensuite en 2007, en leur disant « Nous vous promettons la moitié du rendement du capital risque ». 12,5%, qui aujourd'hui pourrait être plus élevé que le capital risque,
Je vais vous donner quelques exemples, parce que les rendements de ces fonds, en fait, je crois que Citizen a été créé avec le même but, le rendement de ces fonds peut être extrêmement élevé. Mais lever des capitaux en promettant 25% de rendement pour investir dans des sociétés qui ont un but social n'est pas crédible. Merci. Il faut rappeler aussi que pour une société d'investissement, il y a une répartition du risque. C'est-à-dire que si vous avez un fonds qui a levé 5 millions d'euros, vous ne pouvez pas prendre des participations et investir 1,5 million, parce que ça ne tient pas. Donc c'est la question que dit Sir Cohen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des fonds qui aient une taille suffisante pour pouvoir ensuite investir sur des tickets de 1, 2, 3, 4 millions. Et donc, par exemple, l'Institut de développement de l'économie sociale, moi, je vais travailler une augmentation de capital pour pouvoir en partie répondre à ce type de besoins auxquels on ne répond pas très bien aujourd'hui. Mais je pense que ce genre de fonds va se créer. Je vois bien que vous parlez d'Angleterre, mais je vous rappelle qu'il y a un système en France qui s'appelle France Investissement, qui est nourri par la Caisse des dépôts, que je connais bien, et qui est a priori fait pour doter des créations de fonds de ce type-là qui pourraient investir dans les PME. Alors, avant peut-être de prendre d'autres entrepreneurs, on va donner peut-être l'occasion à deux, peut-être aussi Laurence Meignery, à deux investisseurs, de financeurs un peu atypiques, de nous dire comment ils appréhendent, y compris avec ce que vous avez entendu. Donc, je commence par vous, Laurence Meignery, puisque Sir Cohen vient de faire allusion à Citizen Capital. Donc, vous avez créé Citizen Capital, qui est un fonds d'investissement, qui a à la fois un modèle économique d'une société de capital investissement, mais avec des objectifs un peu particuliers. Vous nous en dites quelques mots? Ouais. Effectivement, Citizen Capital s'est créé il y a 6 mois. Et on a 2 spécificités. La première, c'est qu'on finance des entreprises plus petites que ce que financent habituellement des fonds d'investissement. Donc des PME en phase de développement, mais qui font entre 1 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y avait plus grand monde pour financer cette taille de PME pendant ces 10 dernières années, puisque les fonds finançaient prenaient des tickets beaucoup plus élevés. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on finance des dirigeants et des entreprises qui sont généralement pas dans le radar des capitaux investisseurs classiques, parce qu'ils sont implantés dans une zone défavorisée. Ce que nous, on appelle zone défavorisée, peut être des zones de grande difficulté d'emploi, des zones urbaines sensibles, voire des zones rurales enclavées. Et c'est là où on est très proche du modèle de Bridges Ventures. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup appuyé sur leur expérience, non seulement pour créer notre modèle, mais pour convaincre des investisseurs qu'à l'étranger, et notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il y a quasiment une classe d'actifs qui est dédiée à des entrepreneurs et des dirigeants qui sont dans des situations particulières pour des raisons sociales. Donc nous finançons également des gens qui ont très peu de formation, parce qu'on a constaté que les fonds d'investissement avaient tendance à financer des gens qui leur ressemblent. Et en France, beaucoup de gens très diplômés, sortant de grandes écoles, la plupart du temps masculins et blancs. Donc nous, on essaye d'aller chercher, donc on a une démarche assez proactive, des entrepreneurs qui sont différents. Parce que c'est un peu le moteur aussi de notre... Différent et d'avenir. Différent et d'avenir, bien sûr. Alors moi, la question que j'avais envie de poser, que je trouve intéressante, c'est que là, je ne vais pas forcément parler avec ma casquette d'investisseur, mais aussi d'entrepreneur, puisque en tant que fonds, on est aussi entrepreneur. Outre le fait qu'on a investi à titre personnel, on a besoin pour notre existence de lever des fonds. Et ce qui est important de voir, c'est que... on est encore des créatures bizarres pour des fonds de fonds, c'est-à-dire des investisseurs qui financent des fonds. Soit on est suspecté de financer des cas sociaux ou des bras cassés. Or, l'expérience montre, et Sir Ronald Cohen le dit très bien, c'est qu'on peut avoir une rentabilité tout à fait satisfaisante, notamment parce qu'il y a peu de concurrence sur ce type de... Et il n'y a aucune raison que ce type de dirigeant fasse moins bien que les autres. Au contraire, l'expérience montrerait plutôt l'inverse. Donc soit, autre raison, on est trop petit. Et des fonds des gens qui investissent dans les fonds aujourd'hui ont des lignes. En général, ils aiment investir beaucoup d'argent parce que c'est plus rentable, c'est assez logique. Donc ils ont du mal à investir sur ce type de fonds qui est socialement innovant et qui forcément démarre petit, puisqu'on est trop petit pour eux. Donc quand ils financent 100, nous on leur demande 2.
Donc ils nous disent, on est désolé, on n'a pas de poche pour vous d'investissement. Donc la question que j'ai envie de poser, elle est plutôt aux investisseurs institutionnels, parce que eux conditionnent l'existence de ces fonds, qui conditionnent le financement des entrepreneurs d'avenir. Est-ce que pendant un moment, il n'y a pas un intérêt pour des grands investisseurs institutionnels de créer des poches d'investissement dédiées, qui peuvent tout à fait avoir des objectifs de rentabilité, mais qui prennent en compte l'innovation sociale. On va poser la question à René Caron, mais je vous repose la question parce que je devrais m'en souvenir, mais je ne m'en souviens plus. La Caisse des dépôts, elle est chez vous ? Oui, parce que c'est ce que vous venez de décrire, non pas toute seule, la Caisse des dépôts, mais avec un effet de levier Caisse des dépôts auprès d'autres investisseurs. Normalement, ça doit faire partie de ces missions d'investisseurs de long terme et qui prend un peu de risque dans l'innovation sociale. Aujourd'hui, nos investisseurs sont effectivement la Caisse des dépôts, la Banque Postale et le groupe Caisse d'épargne et une poignée d'investisseurs privés. Donc on a réuni 13 millions d'euros et on vise 30 millions d'euros. Donc on a besoin effectivement de monter en puissance. Monsieur Caron, bon, sans être forcément uniquement sur le dossier de Citizen Capital, mais plus largement finalement, parce que c'est une question plus large qui est posée, comment des grands investisseurs institutionnels, dont votre groupe, qui est extrêmement puissant, peut apporter des réponses à ce type de projet? Je veux dire, et je l'ai dit dans mon préambule, que nous avions beaucoup d'actions dans des caisses régionales, mais que nous avions restructuré à nous organiser plus profondément. Je crois qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, nous travaillons sur ces sujets pour essayer pour répondre à l'attente qui est la vôtre. Nous travaillons dans un contexte où le groupe Crédit Agricole est le premier financeur en France des TPE et des PME. Nous avons 45%, 38% de l'ensemble et 45% des très petites entreprises. Que nous savons que ce tissu est un tissu essentiel pour demain. Et que dans la difficulté qui est celle d'aujourd'hui, nous avons une obligation première, c'est d'assurer les moyens pour que les entreprises restent en vie. Je prends un exemple concret. Je suis président du Crédit Agricole des Savoies. Nous avons un tissu exceptionnel de décolteurs dans la vallée de l'Arve. Ces décolteurs sont les fournisseurs de l'automobile et de l'aéronautique. Bien. Vous comprendrez aisément que si on travaille sur cet animal bizarre dont vous avez parlé, on commence aujourd'hui à travailler pour maintenir en vie ceux qui étaient nos clients, dont on sait que s'ils ne tiennent pas la durée, lorsque l'activité économique repartira, les donneurs d'ordre iront chercher leurs pièces ailleurs. Voilà. Donc on est dans cette difficulté, on essaye de construire pour répondre à votre attente, mais qu'on a un impératif qui est de contribuer comme nous pouvons le faire avec nos forces et nos faiblesses pour que le tissu actuel des PME et des TPE ne s'écroule pas. Donc, voilà votre volonté. Ça ne répond pas à votre question, mais nous sommes conscients de ce que vous dites. Nous sommes conscients que vous portez une part des espoirs de notre économie pour demain, mais comprenez que cet espoir, nous essayons de nous y adapter, mais que nous avons à assumer nos responsabilités d'hier, qui sont quand même, pour une part aussi, encore celles de demain. Mais nous travaillons sur ce que nous pourrions faire pour répondre à votre attente précise. Alors, deuxième exemple peut-être avec Fanny Picard. Donc Fanny Picard, Alter Equity. Donc un peu comme Laurence Meignery, vous avez créé un fonds d'investissement financier responsable. Je lis, Alter Equity est un fonds d'investissement de capital développement créé dans l'objectif de combiner intérêt général et rentabilité. Donc, premièrement, dites-nous un peu plus sur ce fonds, et puis sur ce qui est en train de se dire, comment quels sont vos critères d'intervention, jusqu'à quelle hauteur vous pouvez aller, et comment vous-même vous levez les fonds pour faire à la fois de l'intérêt général et de la rentabilité. Alors effectivement, nous sommes un autre animal bizarre, souvent comparé à Citizen Capital, le fonds lancé par... je constate au passage que c'est deux femmes. Je ne sais pas si c'est Jacques Hubrech qui... mais les fonds un peu différents, c'est des femmes qui les ont créés. Nous partageons avec Citizen Capital l'objectif effectivement de combiner une forme d'intérêt général ou d'utilité sociale avec un rendement financier. Simplement, sur cette recherche d'utilité sociale ou d'intérêt général, notre approche n'est pas tout à fait la même. Nous complétons. Nous recherchons deux formes d'utilité sociale en investissant dans des entreprises dont l'activité relève du développement durable, d'une part, j'y reviendrai, et d'autre part, en accompagnant les participations dans la mise en place de façon structurée de méthodes de gestion responsables. Donc une utilité sociale, on va dire méthodologique, par un plus grand respect des personnes d'une part et de l'environnement d'autre part au sein des participations.
je reviens une seconde sur ces secteurs développement durable. L'idée est d'investir dans des entreprises dont l'activité permet un meilleur respect de l'environnement ou un meilleur développement des personnes. Donc meilleur respect de l'environnement, surtout les métiers classiques de l'environnement, les technologies propres du bâtiment, des transports, évidemment des énergies, l'eau, le traitement de l'eau, les économies d'eau, etc. Et puis aussi les métiers plus récents du domaine de l'environnement, la préservation de la biodiversité, les produits bio, le tourisme responsable, etc. Dans le domaine du respect de la personne, ce sont les métiers de l'éducation, respect de la personne ou métiers permettant un meilleur développement de la personne. Donc ce sont des métiers autour des questions d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de service aux personnes, de commerce équitable, etc. Ça, c'est notre axe sectoriel. Et ensuite, d'un point de vue méthodologique, nous n'investirons que dans des entreprises dont les dirigeants s'engagent à mettre en œuvre des méthodes de gestion responsables du point de vue des personnes et du point de vue de l'environnement, dans une logique de progrès continu. Donc il ne s'agit pas d'investir dans des entreprises qui sont exemplaires au départ, il s'agit d'investir dans des entreprises dont les dirigeants s'engagent dans une dynamique de progrès. Quels sont nos autres critères d'intervention en termes de taille? On est sur des tickets d'investissement entre 1 et 6-7 millions d'euros. Donc vous correspondez à la demande de Rachel. Absolument, absolument. Donc là, il y a une possibilité. C'est pour ça que je me suis permis de lever la main. Et alors, effectivement, sur la question de la rentabilité et la promesse de rentabilité que nous formulons vis-à-vis de nos investisseurs, qui est nodale, cruciale, parce que sinon, effectivement, on n'arrive pas à lever de fonds, on est aujourd'hui sur une dynamique de recherche de rentabilité, on va dire, de marché, probablement en net investisseur autour de 15%, 10-15%, ce qui est quand même une promesse de rendement, on va dire, élevée dans le contexte actuel. Donc il n'y a pas renoncement au profit financier, au profit d'un intérêt extra-financier. Il y a au contraire l'idée qu'en accompagnant nos participations dans la mise en place de méthodes de gestion plus responsables, elles vont être rentables et peut-être plus rentables que d'autres entreprises. Voilà, alors on est en phase de levée de fonds. Et vous levez combien de fonds? On veut lever entre 20 et 50 millions d'euros. Et nous avons effectivement, pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, reçu un vif support de la Caisse des dépôts. Voilà. Très bien. Sur Cohen, vous avez deux exemples là donc de fonds intéressants. Donc vous qui êtes quand même vraiment un expert, qu'est-ce que vous leur donnez comme avis ou comme conseil sur la façon de lever ces fonds? Le grand problème que j'ai connu, c'est que lever le premier fonds sans une aide du gouvernement, c'est extrêmement difficile. Et si on veut essayer de créer un secteur, il faudrait que les gouvernements, et je n'ai pas pu persuader le gouvernement britannique de le faire à une grande échelle, il l'a fait pour le... Pas encore, mais je sais que vous y employez en ce moment. De mettre pour plusieurs fonds la moitié du capital du premier fonds. C'est-à-dire que nous avons démarré Bridges avec 20 millions qui sont venus du gouvernement britannique et 20 du Trésor et 20 millions qui sont venus d'investisseurs, des banques, des grandes banques, des entrepreneurs, des investisseurs en capital risque, des fonds de pension ont contribué. Une fois qu'on a établi un track record, une performance, on peut lever le deuxième fonds sans grande difficulté, parce que je pense comme vous qu'en fin de course, on arrivera peut-être à une rentabilité supérieure au capital risque traditionnel. On a peur de le dire aujourd'hui parce que ça ne semble pas crédible, mais les résultats sont très importants. Et je crois que pour les gouvernements, ou peut-être en France, pour les grands investisseurs institutionnels, les grandes banques, par exemple, c'est une dynamique extrêmement importante de développer un secteur du capital risque social effectif. Parce qu'on crée, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, des role models, des exemples qui sont percutants. L'entrepreneur le plus notable de Bridges est une femme qui s'appelle Karen Darby, qui a quitté l'école à l'âge de 16 ans, sans aucune qualification académique, une mère seule avec 3 enfants, et qui, en l'espace de 3 ans, avec son associé, a transformé 300 000 livres en 22 millions de livres. Et ça crée une dynamique dans ces secteurs et dans ces quartiers défavorisés qui est extrêmement importante.
Nous savons tous que s'il y a il y a eu des tas d'études, s'il y a moins de 5% d'exemples positifs dans des communautés, ces communautés ont tendance à péricliter. Gonzague, vous voulez dire un mot là-dessus? Je voulais simplement témoigner sur la levée de fonds. Je sais que c'est compliqué. Il y a un fonds que connaît Laurence et Fanny sans doute aussi, qui s'appelle la BAC, la Business Angel des Cités, qui a été monté il y a 3 ans avec Aziz Seni et Claude Bébéard et d'autres, et des grands noms. Moi, j'ai beaucoup participé à la levée de fonds, et le pari, ça a été de dire on va commencer par lever 5 millions d'euros uniquement auprès de personnes privées. Et en fait, je peux témoigner que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé beaucoup de grands patrons, pas René Caron, mais j'ai appelé beaucoup de grands patrons pour leur donner 50 000 euros. Et une fois sur deux, la réponse était de dire c'est une excellente idée, je vais vous donner le nom de ma directrice de la communication, mon directeur de la communication. Et on lui disait non, c'est vos 50 000 euros. Et donc déjà, je pense qu'il y a un seuil psychologique à franchir en France. Mais là, on va passer je pense que la BAC va passer au deuxième stade, c'est en levant une vingtaine de millions d'euros auprès d'institutions. Mais moi, le conseil que je donne, c'est bien sûr, fixez-vous des objectifs élevés, mais levez, comme peut-être vous l'avez fait toutes les deux, d'abord un noyau dur d'entrepreneurs, et puis après, passons à la deuxième phase. Parce que les institutions, quelles qu'elles soient, anglaises, françaises ou américaines, elles ont besoin de track record. Donc si vous leur montrez que sur 5 millions d'euros, sur 2 millions d'euros, sur 10 millions d'euros, vous avez déjà une petite expérience, c'est plus facile de vendre le produit. Mais alors sur ce point, monsieur le député, parce que Sir Cohen nous dit finalement s'il y a quand même de l'argent soit public, soit en tout cas qui est impulsé, disons pas d'origine publique. En France, on a un fonds de réserve de retraite qui a été créé en 2000 et qui est doté de 30 milliards d'actifs aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit quelque chose? Et on a créé en 2008 un fonds stratégique d'investissement doté de 20 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas faire que ces deux fonds, qui sont quand même d'origine publique, aillent sur des montants qui sont au fond limités et qui ont un effet de levier pour derrière avoir des choses possibles? Alors, je ne suis pas assez technicien pour vous donner une réponse à la hauteur de la qualité de votre question. Ce qui est clair, c'est qu'on sent bien que à droite comme à gauche, et je tiens à dire qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite. C'est vrai. Le monde politique, le monde gouvernemental a pris conscience qu'il fallait investir, mais d'une façon que je ne maîtrise pas suffisamment bien pour vous dire comment, mais c'est évident qu'il va falloir que nous mettions de l'argent public. Alors on parle beaucoup de la Caisse des dépôts et consignations, comme vient de le dire M. Caron, pour l'instant la CDC a d'autres problèmes de pérennité des entreprises déjà existantes, mais on est là aujourd'hui à l'Assemblée nationale justement pour aller dans ce sens. Mais j'ajoute, parce que je le vois avec madame, moi je découvre beaucoup de choses, et pourtant je suis dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, grâce à ce dialogue, même le petit député que je suis apprend beaucoup. Donc si le monde politique apprend, on pourra mieux vous aider. Ce qui est clair quand même, c'est que même si madame, vous pensez qu'il y a peu de capacité d'investissement aujourd'hui pour au-dessus d'1 million, on commence à comprendre qu'il y en a quand même. Et de toute évidence, quel que soit l'investissement des fonds publics et l'investissement des fonds privés pour aider ce genre d'entrepreneurs, il faudra quand même de la part des entrepreneurs un minimum de garantie. D'où ce que vous venez de dire, qu'il faut commencer parfois par trouver dans l'épargne de proximité les moyens de donner confiance. Donc on n'est pas tout seul, vous avez besoin du monde politique, mais le monde politique, comme je disais tout à l'heure, a besoin d'un changement de mentalité. Alors, après, je me tournerai vers Sylvain Brezard, mais il faut que la salle puisse s'exprimer. Donc, monsieur, vous demandiez à parler. Merci. Vous nous dites qui vous êtes? Grégory Jean, je suis le coordinateur de Roule-Ma Frite 17 sur Oléron. On récupère des huiles de friture usagées qu'on revalorise en additifs. Vous avez une raison sociale qui est magnifique. Une fois qu'on l'a entendu, on l'oublie plus. C'est quand on lit la liste et qu'on arrive sur votre nom, tac, on l'a mémorisé tout de suite. Merci. Juste deux petits témoignages par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on a commencé, nous, à monter l'association il y a 2 ans, je vous donne, c'est pas une blague, c'est un vrai exemple. On avait fait un petit dossier de 3 pages qu'on avait déposé dans toutes les banques de proximité qu'on avait pour dire on va faire quelque chose d'atypique. Est-ce que vous pouvez lire ce dossier, qu'on ait rendez-vous dans 1 semaine pour qu'on travaille ensemble? 1 semaine après, on a fait le tour des banques, donc c'est des agences de base. Personne n'avait lu le dossier.
Voilà, c'est juste pour vous dire la réalité du terrain à tout petit niveau. Donc là, on n'est pas du tout à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Hein. C'est quand on débute. Là, maintenant, l'assaut a augmenté. Grosso modo, on fait x2 chaque année. On va avoir besoin de lever de l'argent, nous aussi. Et vous parlez de proximité, monsieur le député. Moi, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Moi, nous, on est sur le pays Marais-Oléron, 15 communes, département de la Charente-Maritime, région Poitou-Charentes. On a d'énormes difficultés, en fait, à faire travailler ensemble les acteurs. Par exemple, avec le monde de l'assurance. Alors, je ne dis pas ça pour faire une mauvaise blague, mais c'est ce qui nous arrive. On a été soutenu par la Fondation Massif. Bon, la Fondation Massif a un programme qui s'appelle Roulons propre pour la planète. Donc nous, forcément, on intervient complètement là-dedans. Donc la Fondation nous a soutenus, on a été voir une agence pour travailler ensemble. Les gens de l'agence n'étaient pas au courant de ce programme de la Fondation. C'est-à-dire que c'est nous qui, pendant le rendez-vous, avons dû expliquer à la responsable de l'agence ce qu'était ce programme et en termes de cohérence, pourquoi il fallait que nous on le fasse. Parce que si on arrivait à avoir cette cohérence-là, c'était plus facile pour aller voir un banquier ou vous, monsieur de Lénière, prenez votre téléphone pour demander 50 000 euros. Moi, si je prends le mien, c'est pour faire du love money. C'est 500 euros ou 1000 ou 5000. Donc, c'est pas la même échelle, mais on a besoin de commencer par ça. Et si en plus de tout le travail d'innovation et de R&D qu'on doit faire sur fonds propres, on doit en plus réexpliquer à chaque fois ce qu'on fait, parce que le travail de réseau se fait pas, là on perd beaucoup de temps et d'énergie, quoi. Ouais. Donc si effectivement, monsieur le député, il y a quelque chose qui peut sortir de ça en termes de maillage et de cohérence, là c'est super. Hein. Merci. Simplement, ce soir, il est prévu que vers 17h à l'Assemblée Générale, je vous annonce un certain nombre d'initiatives qui vont tout à fait avec les acteurs que vous êtes dans ce sens. Si vous êtes là à l'Assemblée Générale, je vous invite à y venir. Madame, vous vouliez témoigner aussi rapidement ? Non, moi c'est pas pour un témoignage, c'est pour une proposition. Ah, en fait, j'ai l'impression... Je suis friand. J'ai l'impression qu'on a un problème de confiance ici. C'est-à-dire qu'on entend plein de gens qui nous disent que les entrepreneurs d'avenir, ça a de la rentabilité, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas confiance. Et le résultat, c'est que dans les fonds communs de placement solidaire, dans les fonds solidaires, il y a 5 à 10% des fonds qui sont placés dans des entreprises. C'est pas normal, il faudrait nous faire un petit peu plus confiance à nous, les entrepreneurs d'avenir, et mettre 20%, peut-être 25%, ça nous ouvrirait la porte. C'est comme quand vous élevez des enfants, on dit, les enfants, quand vous les élevez, on leur fait confiance et on voit s'ils en sont dignes ou pas. Là, vous nous dites, montrez-nous qu'on peut vous faire confiance, mais vous ne nous en donnez pas les moyens. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, si j'ai une proposition à faire, c'est un peu qu'on nous fasse plus confiance et qu'on ouvre le champ des possibles pour le financement. Si je reformule votre proposition, donc certains fonds communs de placement que je connais qui sont effectivement sur des principes 90-10, c'est-à-dire 90 investis sur des grandes entreprises cotées et 10 investis dans du solidaire. Vous, par exemple, vous proposez de passer à 80-20 ? C'est ça l'esprit de votre proposition ? Ça doublerait déjà le potentiel. D'accord. Quand je vois la problématique d'IDEO, si elle ne faisait pas du bio et de l'équitable, elle serait financée demain. Aujourd'hui, son problème, c'est d'être dans le bio et l'équitable. Ça, alors là, oui, moi non, je pense qu'à la tribune, on va réagir parce qu'on ne va pas être d'accord là-dessus. Jusqu'ici, tout allait bien, tout le monde était d'accord. Non, mais concrètement, on est tous un petit peu ici, les entrepreneurs d'avenir, parce qu'on n'a pas réussi à se faire financer. Donc on a tous Non, il y en a dans la salle qui sont entrepreneurs d'avenir qui ont réussi à se financer. Sûrement. Non, mais je pense que, peut-être Gonzague, si vous voulez dire un mot là-dessus. Moi, simplement, quand même, je pense qu'il y a un mot-clé, quand même, qui s'appelle un business plan de n'importe quel entrepreneur d'avenir. Et ce business plan est le porteur de ce business plan. Ils sont regardés par les financiers. Et, alors, oui, c'est vrai qu'il y a des handicaps, qu'il y a des secteurs qui sont moins connus. Il n'y a pas d'histoire. On ne sait pas quelle est la sinistralité. On ne sait pas, donc, on sait moins bien mesurer le risque, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Équitable. Je crois qu'il y a deux excès. Il y a deux excès. Il y a l'excès du venture capitaliste qui veut une rentabilité énorme. Et il y a l'autre excès inverse, qui n'est pas un excès, mais qui est plutôt c'est le type qui dit moi je veux pas être le plus riche du cimetière, j'ai beaucoup d'argent, je veux aider les autres. Entre les deux, il y a des entrepreneurs qui, pour certains, vont donner 4% de TRI, c'est pas si mal. Pour d'autres, vont donner 15% de TRI. Bon, moi je crois essentiellement. L'État, je suis désolé, je le dis ici, je pense qu'il ne faut pas qu'il trop s'en occupe, l'État. Je parlais du fonds de réserve des retraites, c'est pas directement Bercy, hein, c'est un fonds. C'est un fonds. C'est vrai. Je crois beaucoup au capital de proximité. Dans les pays anglo-saxons, il y a un réflexe naturel, aux États-Unis ou en Angleterre, où celui qui vient d'une école ou qui vient d'un lieu, qui vient d'un environnement, vient demander l'aide à son copain, son voisin, en disant voilà, je suis en train de créer une association, une entreprise, un garagiste ou n'importe quoi. Et un peu naturellement, on vient l'aider parce qu'on donne un sens
à son investissement. Et je crois que c'est plus dans ce sens-là. Alors derrière, je pense quand même qu'il y a aussi une côté entreprise. Une entreprise équitable, si l'entreprise n'est pas durable, c'est très difficile. Donc c'est plus, moi je crois beaucoup à tous les outils dans les FIP, les FCPI, toutes ces choses-là, c'est à mon avis un vrai sujet. Alors je vous dis qu'il est 4h, entre 5 et 10, on a jusqu'à 4h30, donc gérons notre temps de parole. Sylvain Brezard, donc société Norsis. Sylvain, c'est une société de conseil informatique. Sylvain, tu as été président du Centre des jeunes dirigeants. Quel est ton témoignage et éventuellement les pistes que tu suggères? Alors, mon témoignage, c'est autour de la réflexion des fonds et de ce fameux mot qu'on s'est mis à utiliser, fonds éthiques. Donc, une société qui a un peu plus de 10 ans, qui, en 2004, faisait 9 millions de chiffre d'affaires. J'étais avec 2 associés, les 2 vendent, j'ai besoin de 6 millions. Il se trouve qu'il y avait la bulle qui avait éclaté, etc. Et qu'une société d'informatique qui continue à faire 15 points de résultats avant impôt, c'était avec une croissance, ça marquait. Donc, grosse valorisation. Donc, premier point, effectivement, j'ai besoin de faire venir des fonds puisque mes banquiers ne me suivent pas sur un endettement de 6 millions. Ce que je peux comprendre. Et donc, Uxibil disait, effectivement, je présidais le Centre des jeunes dirigeants depuis 2 ans. Et finalement, un des gros de mon projet, c'était de lancer ce concept de performance globale, qui était bien de dire, voilà, conceptualisons, mettons des outils, etc., pour réussir à trouver cet équilibre entre 3 finalités économiques, sociales, sociétales. Donc, j'étais en plein dedans. J'expliquais d'ailleurs aux centaines de JD de jeunes dirigeants en disant, mais vous savez, un jour ou l'autre, ça vous rendra service parce que vous aurez peut-être besoin de fonds. Je témoigne que c'est vrai, j'étais là, je m'en souviens. Et si vous développez votre entreprise avec cet esprit-là, vous aurez peut-être accès à des fonds éthiques qui ont des intérêts. 2 ans après, je suis en plein dedans, comme quoi la vie est quelquefois amusante. Alors, je vais très vite. Moi, je me déniaisais face au fonds, pour être très, très honnête. Et c'est vrai que j'ai été très interpellé par l'attitude des fonds parce que ils ont des stratégies très diverses et on l'intègre pas forcément ça au départ, mais très diverses. Et effectivement, j'ai trouvé un fonds qui se positionnait comme fonds éthique qui a vraiment marqué des différences. Alors, je vais vous les citer. La première différence, c'est qu'effectivement, ils ne font pas qu'une évaluation financière, ils font bien une évaluation sur la base d'un référentiel pour essayer d'identifier ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale. Alors après, on a comparé d'ailleurs nos référentiels, puisque j'en ai créé un avec le CJD, c'était assez rigolo. Bon. Donc, ça leur fait comprendre davantage l'entreprise. Et ça, vous le savez, M. Caron, c'est très difficile de comprendre la diversité des PME. Donc, c'est une façon, mais c'est un investissement. Or, j'ai bien perçu qu'il y a des fonds qui ne sont pas prêts à investir là-dessus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne raisonnent qu'avec une finalité financière. Ça se voit, mais très facilement. Deuxième point, et là, on n'en a pas parlé, mais c'est les taux. Alors moi, je leur ai dit tout de suite, il est hors de question de me parler de taux de rendement de 15%. C'est Enron, c'est compagnie, c'est ça qui a mis un peu le souk partout. Donc, il va falloir qu'on s'entende autrement. Rien à faire, donc on met en concurrence les fonds. Alors, les fonds n'aiment pas. Moi, j'ai vu des fonds, mais rugir parce que, quelque part, on n'a pas à être en concurrence. Ça a peut-être évolué depuis, et surtout qu'il y en a beaucoup. Mais ce qui a été très intéressant, c'est de voir le fonds éthique qui a une stratégie différente, qui s'inscrit dans le long terme, etc., finalement tirer vers quelque chose d'acceptable. J'avais donc des taux de rendement que je n'acceptais pas au-dessus de 10%. Et 2, c'était d'avoir une grosse partie du capital qui soit en obligation convertible, que je pouvais reprendre, ce qui me permettait à moyen terme de garder une grosse part du capital. Heureusement qu'ils ont été là pour arriver à cette solution-là. Heureusement. Sinon, je n'y serais jamais arrivé. Donc, voilà, mon message, c'est que, puisque c'est la journée, les fonds éthiques, c'est que, alors, je suis tombé sur un, je vous le cite parce que je dois leur rendre hommage, c'est Esfin Gestion. Mais j'espère que d'autres sont comme ça. Mais c'est ça l'intérêt. Et j'insiste bien, à partir du moment, et c'est venu des États-Unis, on a dit, il faut intégrer d'autres paramètres que les paramètres financiers pour minimiser les risques et que finalement, en tant qu'actionnaire, on s'y retrouve mieux. Okay. Eh bien, si on minimise les risques, on doit, nous, en tant qu'entreprise, s'y retrouver dans les taux de rendement qui sont imposés. Alors, il faut qu'on ait le temps que plusieurs autres puissent prendre la parole. Donc, Jean-François Descaves,
financière de Champlain. Je voulais vous signaler que en fait, nous on intervient en fait principalement sur les sociétés cotées, mais lorsqu'on intervient dans des sociétés, lorsqu'on investit, en fait, on investit automatiquement avec des analyses extra-financières. Et on va interroger, en fait, on va sur place, on va interroger les salariés, les syndicats, les ONG, les clients, les fournisseurs. On essaie d'avoir une vision transparente, enfin la plus transparente possible, pour savoir exactement quel est le projet de la société, quel est le projet long terme. Et en fait, on ne s'impose pas des taux à l'avance. En fait, on accompagne la société dans un projet auquel on croit, avec des hommes auxquels on croit. Et donc, je crois que c'est quelque chose non seulement de possible, mais c'est quelque chose qui va de plus en plus être possible, parce qu'en fait, je crois que c'est un des seuls remèdes possibles à la crise qui, enfin, nous on en a la conviction, on n'en a pas la certitude, hein, à la crise qui ne fait que commencer pour moi. Merci. Monsieur le Président de Generali, vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Donc est-ce que par exemple dans des fonds comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, un groupe comme le vôtre est prêt à venir en investisseur? Enfin, notre rôle, il est différent. Il est d'assurer. Et dans l'assurance qu'on propose aux entrepreneurs, effectivement, on prend en compte tous ces critères, je dirais... Quand on analyse le fonctionnement d'une entreprise, un tiers des critères qu'on prend en compte sont liés au risque et 2 tiers au traitement environnemental et sociétal. C'est-à-dire que la capacité de l'entreprise à traiter les déchets, à traiter les problèmes d'eau, les problèmes d'éco-emballage, etc., sont pour nous des critères d'appréciation de la valeur du risque. De même, la fréquence des accidents du travail, la santé des salariés dans l'entreprise, etc., sont pour nous des indicateurs de la qualité du risque. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Et contrairement aux contrats d'assurance qui sont normalement des contrats annuels, vis-à-vis des entrepreneurs qu'on estime responsables, nous, on prend des engagements de durée. C'est-à-dire, quoi qu'il leur arrive, on les accompagnera dans des conditions économiques connues, prédéterminées, et qui sont 30 à 35% inférieures au taux normal d'une assurance donnée à une entreprise généralement quelconque. Donc, voilà notre rôle. Ceci étant, oui, on est investisseur, mais l'argent... l'argent qu'on gère, c'est pas notre argent. C'est l'argent de tous les gens qui sont c'est vrai du banquier aussi, hein, je vous rassure. Tout à fait. Donc l'argent, il doit être disponible parce que quand arrive la tempête Klaus, comme on a eu en janvier, en début d'année, il faut être là parce qu'il y a 1,5 milliard d'euros à débourser et faire des avances avant que les experts soient passés, etc. Donc on a besoin de liquidité. Donc la nature des investissements qu'on est amené à faire tient compte effectivement de la liquidité des investissements. Et on est assez peu présent dans le private equity ou dans les actifs non liquides, justement par la difficulté qu'on aurait à réaliser immédiatement des actifs pour faire face à nos engagements de sinistre. Il n'en reste pas moins qu'on investit en tant qu'investisseur immobilier, je l'ai un peu dit ce matin, dans des investissements où on privilégie exclusivement aujourd'hui les constructions haute qualité environnementale, et qu'on a effectivement une partie de nos fonds qui est investie. Alors avec les 2 approches, soit on élimine un certain nombre de secteurs parce qu'on considère qu'au plan éthique, ce n'est pas des activités qu'on doit encourager, soit au contraire de façon positive, à partir d'une analyse de risque. Mais dans la part de nos actifs, je reconnais que c'est peu de choses parce que notre métier n'est pas d'investir. Nous, les risques qu'on prend, c'est au passif de notre bilan, c'est pas à l'actif de notre bilan. Et l'actif de notre bilan est contraint par la réglementation. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va continuer. Donc, je vous dis l'heure pour qu'on sache où on en est. Qui lève désespérément la main depuis quelques minutes. Je la vois pas. Excusez-moi. Donc allez-y, madame. Et ensuite, je donnerai la parole à Thomas Buffard pour Cinéo. Je sais pas où il est. Il va. Oui. Mais comme il y a des gens qui ont été prévenus qu'ils allaient pouvoir prendre la parole, je suis obligé de gérer les deux. Oui, Florence Guccio, Fitrust Partenaire. Alors, nous sommes un fonds d'investissement, une société d'investissement qui investit uniquement dans des sociétés qui ont une dimension solidaire, mais des sociétés économiques, donc économiquement viables, donc pas dans des associations. Mais là, je vous arrête parce que y a des associations qui sont économiquement viables. Oui, mais elles ont un statut d'association. Elles ont un statut différent. Ce ne sont pas des sociétés de capitaux, mais un certain nombre. Je pense que notre ami de ciel bleu, il se considère comme économiquement viable et il est à forme associative. Oui, alors on rentre en capital. On peut faire des prêts aussi également, mais
effectivement, on fait en amont, et on pense que dans ce secteur de l'entrepreneuriat social, il est très important de rentrer en capital et d'accompagner les entrepreneurs. Tout à fait. Donc on a commencé notre fonds avec des personnes privées et on a investi on a fait un petit peu le modèle que préconisait Monsieur de Blinière en investissant en investissant donc dans des différentes sociétés. Aujourd'hui, on a levé environ 3 millions d'euros. On a investi entre 150 et 500 000 euros dans chaque investissement. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est très important. On arrive toujours en cofinancement. Et également, on veut avoir une place pour accompagner l'entreprise. Merci. C'est vrai qu'il faut chercher, il faut... Voilà. Peut-être, pardon, parce que je tiens un petit peu là. Je pense que ce qu'on vient d'entendre, il y a un sujet peut-être pour la suite, c'est que vous qui êtes dans cette salle, est-ce que vous connaissiez Fitrust? Est-ce que vous connaissiez Citizen Capital? Est-ce que c'est... Bon, je pense qu'il y a un problème de mise en relation aujourd'hui, parce que c'est quand même des métiers assez neufs et des structures assez neuves. Et donc, il me semble qu'il y a un travail de mise en marché de ce qui existe pour que ça soit plus connu. Donc, merci de témoigner de Fitrust, merci des différents exemples qui sont donnés, parce que, voilà, c'est une façon peut-être de savoir se repérer. Donc là, il y a peut-être à améliorer les choses. Alors, je vais quand même donc demander à Thomas Buffard. Là, on change je ne sais pas où il est. Thomas Buffard, il est là. Donc, vous êtes un franchisé, je crois, hein, de Synéo. En 2 mots, c'est quoi votre activité de franchise ? Alors bonjour, l'entreprise Synéo est en fait une entreprise d'insertion qui est spécialisée dans le nettoyage automobile écologique. Donc c'est un concept qui a été... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Un concept qui a été créé à Lille il y a 5 ans. Et moi, j'ai créé mon antenne à Dijon il y a maintenant 1 an. Donc, vous les connaissez, c'est absolument formidable. Ils vous lavent votre voiture sans utiliser de l'eau. La voiture est impeccable et on n'a pas gaspillé de l'eau. Et en même temps, ils font de l'insertion. C'est-à-dire, c'est vraiment la responsabilité sociale avec tous les critères. On entre bien dans le triptyque du développement durable. C'est comme ça que je résume en général l'entreprise. C'est qu'on a vraiment une viabilité économique, une préoccupation sociale et puis le respect de l'environnement aussi derrière. Alors, c'est quoi votre problème de financement, vous ? Alors, problème de financement, déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites en fait, donc ce sera rapide pour moi. Donc problème de financement, c'est plus effectivement au moment du développement de l'entreprise, donc plus au moment où j'appelle les fonds d'investissement à venir m'assister dans le développement. Initialement, je dois dire à l'inverse que j'ai eu quand même pas mal de soutien, donc notamment du réseau Entreprendre, France Active, et j'ai obtenu après du crédit coopératif et du crédit agricole, donc la boucle est bouclée. C'était pas prévu, hein. Mais j'ai dit tout à l'heure que les banques coopératives, normalement, doivent avoir une sensibilité plus forte à ce type de sujet. Je le maintiens. Mais si je dois envoyer juste une toute petite pique au crédit agricole, ils ne connaissaient pas très bien les garanties de France Active, donc ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Mais voilà, vous leur avez expliqué, c'est pas... Voilà, en termes de financement au démarrage, c'était vraiment, il n'y avait pas de problème. Donc pareil, aussi en termes d'investissement au démarrage, j'ai fait appel à pas mal de fondations. Ça, c'est aussi un outil de financement qui est vraiment intéressant et à favoriser les fondations d'entreprise. Alors simplement, le petit souci, c'est que souvent, ils subventionnent plutôt des associations. Donc c'est un peu le problème qu'on peut avoir quand on est entreprise solidaire pour avoir des soutiens de la part des fondations. Donc voilà. Sinon, au niveau du fonds d'investissement, globalement, le même problème que pour IDEO. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes critères, on va dire, de valorisation de l'entreprise. Donc c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'il y a peut-être des choses à travailler. À savoir que moi, par exemple, on m'a reproché d'avoir une masse salariale trop importante, alors que c'est le propre, justement, d'une entreprise d'insertion d'avoir un surencadrement pour accompagner les salariés vers une sortie positive. Donc voilà, c'est, disons, pas la même échelle de valeur, et c'est sur ça peut-être qu'il faut travailler, sur les procédés de valorisation des entreprises. Et puis l'autre point peut-être, mais globalement je crois qu'on en arrive un peu au même constat, c'est qu'effectivement il faut, je pense, des mesures incitatives, voire parfois contraignantes, pour que les fonds d'investissement aient dans leur portefeuille une partie de part dans des entreprises solidaires, quoi. Il faut effectivement une volonté. Monsieur Gauthier ? Je crois que c'est là le vrai enjeu, la vraie question. On ne va pas tergiverser pendant des heures. La question, c'est de savoir comment on accompagne le changement d'échelle. Alors, il y a 2 solutions. Soit on compte sur l'autorégulation, donc les banques, les investisseurs, les assurances vont décider par elles-mêmes d'investir de façon socialement responsable. Et là, je pense que ça peut prendre des années, voire des siècles. Donc l'autre question, c'est de savoir comment on peut inciter de façon positive les banques, les assureurs, les gestionnaires à investir une petite partie des actifs collectés dans
ces entreprises socialement responsables. Alors bien sûr, il y a eu l'exemple de l'épargne salariale, mais je ne vois pas pourquoi on inciterait simplement les salariés à être vertueux dans leur pratique d'investissement. Parce que c'est le politique qui l'a décidé, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a peut-être l'assurance vie aussi, qui pourrait investir de façon socialement responsable. Les investisseurs institutionnels, vous avez posé la question du fonds de réserve de retraite, les pouvoirs publics. Je pense que ça, c'est la vraie question. Développer une finance socialement responsable à l'échelle nationale et voire même au niveau européen. Et je crois que vous l'avez dit aussi, Monsieur Cohen, il faut qu'il y ait une initiative politique à cela. Monsieur le député, tout à l'heure, en fin de journée, va vous faire des propositions et vous a entendu. Alors, François Marty, puisqu'il est là-haut, donc on le voit moins bien. François Marty, entreprise d'insertion, le Chênelet. Donc, témoignage ou... On n'a pas un micro par hasard pour lui donner là-haut, non? Je suis dans les entrepreneurs d'avenir depuis un rude moment, donc je vais dans le passé des entrepreneurs d'avenir. Toujours vivant quand même. La question quand même, pour tous les gens qui sont entrepreneurs d'avenir, c'est que quand même, effectivement, on nous demande de faire nos preuves avant. Et c'est très difficile parce qu'on nous demande plus qu'un entrepreneur classique. Deux, il faut être très précis. Quand on fait du room-mapping sous la maison écologie, tout le monde au Grenelle, j'étais expert au Grenelle, me dit c'est formidable, c'est ça qu'il faut faire, la loi ira là-dessus, et un banquier dira mais non, on n'y va pas parce que votre truc est trop moderne. C'est ça qui est très crispant, pareil pour l'équitable, t'appelles comme ça. Il faut être clair là-dessus. Deux, quand on a écrit avec Casper, quand je dis on, c'est je, la loi sur l'épargne salariale solidaire, on était naïfs nous, parce qu'on pensait que M. Fabius était de gauche. Donc, il était de Bercy, c'est pas la même chose du tout. Qu'est-ce qu'on nous a dit à Bercy? Qu'est-ce qu'on nous a dit à Bercy? Mais jamais les salariés n'auront confiance en ce que vous faites. Nous, on disait, et je rappelle l'origine de la loi, parce qu'elle dit lourd sur l'équitable de sociétal, c'était de dire, c'était pas encore placement dans les structures, c'était de dire, il n'est pas normal que l'intéressement des salariés et leur épargne soient placés à des endroits qui peuvent détruire leur propre emploi. Les veuves du Texas sont beaucoup plus dangereuses comme fonds de pension que n'importe quel roundup dans l'environnement. Il faut savoir. Ensuite, quand l'argent est arrivé, on a fait l'agrément. On a fait l'agrément entreprise solidaire. Et je me suis déjà chamaillé avec M. Gauthier là-dessus sympathiquement. On nous a quand même parfaitement expliqué comment se passait de l'argent, parce que c'était sérieux l'argent, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et je voudrais quand même qu'on ose un jour un bilan honnête sur l'argent perdu dans l'économie solidaire avec le label entreprise solidaire et l'argent perdu dans les placements d'entreprises. Alors en politique, on pose la question de quand on connaît la réponse. Je la connais. Hein, bon. Alors, dernier point que je voudrais dire, parce qu'il faut être constructif. Aussi de la politique ? Il en a fait, oui, il en a fait. Il faudra être constructif. C'est ce qu'a commencé à dire monsieur tout à l'heure. J'étais très étonné à la première réunion de ce matin. Le monsieur de la FIMA dit qu'il faudra faire développement durable au même prix. Et pomme, si on savait le faire, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Alors, où on choisit que la société ne vivra plus pareil parce qu'elle prépare son avenir, etc., où on veut tout faire au même prix, et on nous explique pourquoi on ne peut pas faire développement durable. Je vous donne juste un exemple. Très court, François, très court. Le 27 août, nous livrions les maisons à 1,5 km du stade de Saint-Denis, maisons à charge extrêmement maîtrisée. Que nous dit Qualitel? Je ne vous donne pas le label Qualitel et vous n'aurez pas la subvention en rue parce que vous n'avez pas mis de laine de verre, vous avez mis de la ouate de cellulose. J'appelle les gens de chez Qualitel, je dis je voudrais avoir quelqu'un qui réfléchit chez vous. Et ils me disent, mais écoutez, on connaît bien notre métier. En fait, c'est juste les 3/4, et je le dis parce qu'on est en campagne européenne, les 3/4 des interdits qu'on a en écologie et en développement durable sont du retard de transposition des directives européennes dans le droit français. Donc, on nous oppose de la non-loi plutôt que la loi. Et je termine. Et j'ai dit à M. Qualitel, je fais une conférence de presse où j'explique que la preuve que mes maisons sont écolos, c'est qu'elles n'ont pas le label Qualitel. Le mec de Qualitel m'a rappelé, il a voulu devenir mon meilleur ami d'enfance en 3 minutes. Voilà ce que j'avais. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est François Marty. Ceci dit, il ne nous a pas parlé de financement, hein, mais bon, parce qu'il est en train de créer une foncière. Je croyais qu'il allait nous parler de ça, mais on en parlera tout à l'heure après la réunion. Alors, je vais prendre une dernière intervention, puis ensuite on va revenir ici sur les intervenants pour conclure, parce qu'il est pratiquement l'heure de conclure. Donc, vous vouliez témoigner ou poser une question, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Deux questions. On a parlé du financement général des entreprises, mais pas du financement de l'innovation. Je pense qu'il y a tout ce qui est autour du financement de l'innovation, notamment les pôles de compétitivité dont on n'a pas parlé.
pense que c'est un élément important aujourd'hui de financement des entreprises innovantes. Donc nous-mêmes, nous avons fait cette démarche avec des laboratoires de recherche et d'autres entreprises françaises donc en association. Donc j'invite les entreprises qui sont dans ce secteur-là à l'utiliser. Une petite remarque, les entreprises encore avec des capitaux étrangers ne reçoivent qu'un tiers du financement, alors que les entreprises françaises en reçoivent 45%. Alors que je paye mes impôts en France et que mes salariés sont français et que la création est faite en France. Et le deuxième point que je souhaitais évoquer, le meilleur des financements des TPE, des PME, c'est les commandes des grands donneurs d'ordre. Donc ne soyez pas frileux, les grands donneurs d'ordre, à la taille de l'entreprise qui va se présenter à vous. Si l'innovation est là, si le service est là, que le prix est bon, et que la qualité de l'entreprise, notamment sur ses engagements en matière de développement durable, sont là. Moi, j'avais vu aux États-Unis l'impact de la. C'est le meilleur des financements que vous puissiez la Small Business Administration a pris il y a fort longtemps un certain nombre de mesures d'accès pour les PME au grand marché, dans l'aéronautique, etc. Ça a eu un effet tout à fait considérable. Alors, je vous propose qu'on dise quelques mots là de conclusion à la. Oui, Monsieur Charrier. Où ça? Je ne la vois pas. Alors la dernière intervention, madame, et puis ensuite on revient à la tribune. Et je demanderai peut-être à Sir Cohen d'être le dernier à s'exprimer pour qu'il nous dise, parce qu'il y a aussi des choses qui sont assez franco-françaises dans ce qu'on s'est dit, donc c'est pas inintéressant d'avoir un Britannique qui conclut nos travaux et qui nous dise comment il nous a entendu nous parler en Merci français. beaucoup de me laisser la parole. Donc Marie-Noëlle Besançon, les invités au festin à Besançon. Donc oui, pour l'innovation, c'est vrai que là, je demanderais à ce que ce soit quand même beaucoup plus aidé, beaucoup plus expérimenté. François disait qu'il faut faire ses preuves. Je pense que nous, on a fait nos preuves. Nous vivons avec des personnes qui ont des problèmes psychiques. Et peut-être que la question, le problème, il vient de là, c'est que ces personnes sont très discriminées. C'est celles qu'on appelle les fous, hein, et qui font peur à tout le monde parce que, soi-disant, ils sont dangereux. Or, ce n'est pas vrai. Alors peut-être que c'est ça qui nous empêche de trouver des fonds privés pour développer notre réseau. Donc on a fait la preuve de notre efficacité. Les gens retournent moins à l'hôpital, on coûte moins cher, on est moins discriminant, on est plus efficace et néanmoins on a un financement dérisoire, c'est-à-dire 16 € par jour par personne, alors que l'hôpital coûte au moins 350 ou 800 ou 1000 € par jour par personne. Donc peut-être qu'on aura une expérimentation avec le gouvernement, mais au niveau des fonds privés pour nous aider à financer le développement du réseau, et on a 16 projets en route, on trouve personne qui soit intéressé par le problème de la maladie mentale, la maladie psychique. Donc s'il y a des gens ici qui peuvent le faire ou qui connaissent, moi je suis preneuse et je pense que je voudrais enfoncer le coup pour expérimenter, de faire confiance aux gens qui font des choses qui marchent et qu'on les aide. Merci. Donc on va conclure. Je vous donnerai la parole, vous pourrez répondre à ce moment-là. Simplement en termes de méthode, il faut bien avoir en tête de distinguer ce que je crois comprendre, qui est une demande de financement de fonctionnement, avec ce dont on a parlé le plus là finalement dans cet après-midi, c'est-à-dire du financement en fonds propres des entrepreneurs d'avenir. C'est quand même deux sujets différents, hein, financer le fonctionnement ou financer, apporter des fonds propres aux entreprises en question. Les deux peuvent être importants, mais à mon avis, il faut quand même essayer d'éviter de les mélanger. Alors, quelques mots de conclusion ici, donc en commençant par Gonzague de Blinière. Bon, je crois que en fait, derrière tout ça, il faut donner un sens à ces investissements. Je crois qu'il y a trois manières pour trouver de l'argent pour créer son entreprise. Il y a les fonds propres, il y a la dette, et puis il y a aussi le client. La dernière remarque était une très bonne remarque. Moi, je milite énormément dans une Small Business Act un peu équitable, durable, sociétale, et je crois que c'est vraiment un vrai sujet qu'on a en France. On a du mal à l'aborder. Il y a une plateforme qui existe chez Oseo, qui s'appelle la plateforme Richelieu, je crois, qui va dans ce sens-là, et c'est très important. Sur les fonds propres, moi je crois énormément au capital de proximité. Personnellement, c'est un avis personnel, moins l'État s'en occupe, mieux c'est, parce que à chaque fois quand l'État s'en occupe, il met des grilles, et si vous rentrez dans des grilles, je pense qu'il va y avoir des difficultés pour sélectionner les projets. Donc moi je crois beaucoup au FIP, je crois beaucoup au FCPI, je crois beaucoup à la levée d'argent de proximité grâce aux chambres de commerce, etc. Quant aux banques, je crois qu'il faut les aider. Oseo peut garantir certains crédits. Je vous rappelle que Oseo n'est pas là pour donner un crédit, mais donner pour garantir un crédit. Et moi, j'ai rencontré François Drouin qui m'a dit un jour, je n'ai pas suffisamment de crédit à garantir. Donc, à mon avis, il faut peut-être plus travailler sur le sujet en imposant à la Caisse ou à Oseo d'augmenter son champ de garantie sur les crédits. Voilà mon sentiment. Merci
Gonzague, donc Jean-François Descaves, vous pouvez en profiter pour répondre, puisque vous souhaitiez le faire, ou apporter une réponse à la question des invités au festin. Oui, pour le handicap, nous on soutient une société qui s'occupe du handicap en Angleterre, qui s'appelle CareTech, et donc en fait on peut peut-être regarder ensemble votre dossier. Pour un petit mot de conclusion, nous en fait on a créé notre société à partir de 3 fois rien en fait, avec 200 000 euros. Aujourd'hui, on gère 200 millions d'euros et en fait, on n'a jamais fait appel en fait à qui que ce soit. On aurait bien aimé à un certain moment avoir des gens qui viennent nous aider, nous apporter tout un tas de choses. Et je pense qu'en fait, s'il n'y a personne qui veut vous financer, eh bien, il faut essayer de démontrer la pertinence de votre modèle petit à petit et avancer ses pions. Concernant les mesures qui devraient être prises et qui à mon avis pourraient avoir du sens, c'est essayer de mesurer la qualité en fait du social dans les entreprises et essayer par exemple de faire quelque chose, des mesures en fait qui permettent de récompenser l'utilité sociale à partir du moment où on arrive à mesurer cette utilité sociale et aussi l'empreinte environnementale puisqu'aujourd'hui c'est encore beaucoup de discours, mais c'est vrai que je pense que tous les acteurs qui sont dans cette salle y ont beaucoup à gagner. Merci. Monsieur Gauthier, vous nous avez pratiquement délivré votre message central tout à l'heure sur le changement d'échelle, mais si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense qu'en effet, c'est le véritable enjeu, c'est celui-là, c'est-à-dire de construire une finance socialement responsable à l'échelle, je pense même à l'échelle de l'Europe, et qu'il faut, je pense, passer par la définition de critères normatifs à minima, sociaux, environnementaux, des critères mesurables et qui s'imposeraient à l'ensemble des acteurs financiers et bancaires. Je ne vois pas pourquoi l'initiative qui a été faite, qui est tout à fait intéressante dans le cadre de l'épargne salariale, n'est pas transposable dans d'autres secteurs, par exemple dans l'assurance vie ou dans la gestion institutionnelle. Merci. Monsieur Charrier, vous voulez... 4 points. Le premier c'est qu'on a démontré, enfin pas démontré, mais on a souligné le fait que ces activités n'étaient pas forcément moins rentables que les activités classiques. 2, de l'argent, il y en a. 3, ça passe par un changement des mentalités, même au niveau des repères, des référentiels et du travail en réseau. Et vraiment, c'est l'intérêt de cette réunion d'aujourd'hui et de ce Parlement des entreprises d'avenir. Il faut, pour qu'on progresse, les mentalités, mais y compris locales, changent. Que les mentalités au niveau national, jusqu'au niveau local, changent, peut-être au niveau européen, mais déjà, on va s'occuper de la France, cher ami anglais. Monsieur Caron, en vous passant la parole, je tiens à vous remercier quand même tout particulièrement parce que vous avez quand même le président du Crédit Agricole SA qui est là. Il nous a finalement assez largement écouté cet après-midi. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc merci de cette présence attentive. Merci. Oh, tant de compliments, je ne m'attendais pas à ce qu'un banquier en soit autant. Hein. Donc, je vous ai écouté parce que d'abord j'en sais beaucoup moins que vous. Ouais, mais c'est bien. Et je n'aurais pas la stupidité de faire semblant que je sais alors que je sais moins que vous. Donc, je vais simplement tirer quelques éléments. D'abord, un besoin de concertation, un besoin de dialogue. Ça, c'est la première chose. Et pour ma propre maison, en vous écoutant, je m'interrogeais. Nous sommes présents dans toutes les structures qui, de loin ou de près, touchent à cette activité. Faut-il concentrer nos efforts, faut-il s'organiser autrement? Première observation. Deuxième observation, si, comme vous le croyez, comme je le crois, ces activités sont des activités d'avenir, ça veut dire qu'il faut que la logique financière et économique s'intègre dans la logique économique et financière. Ça veut dire qu'il faut rémunérer l'argent correctement, qu'il faut assumer les risques. C'est la deuxième chose. Et ça rejoint par là même, je crois, le grand débat qui doit suivre la crise financière et économique que nous connaissons. Ma conviction personnelle, c'est qu'au fond, il faut que nous fassions tout ce qui est dans notre pouvoir pour que les règles financières, les règles comptables s'adaptent à l'investissement dans la durée, ce qui n'était pas le cas des règles comptables qui ont précipité les choses. Deuxièmement, face à une demande mondiale importante de capitaux, se posera immanquablement l'arbitrage entre l'utilisation des capitaux pour l'économie réelle et l'utilisation des capitaux pour garantir la virtualité financière.
Et le seul moyen, je ne pouvais pas établir un nom là-dessus, d'accord? Le seul moyen pour y parvenir, c'est, par notamment les contraintes de fonds propres, trouver l'obligation qui évitera les excès de rentabilité financière, parce que plus vous aurez des rentabilités énormes, et plus vous irez vers la virtualité au détriment de l'activité économique réelle. C'est un sujet, un dossier qui est devant nous. Tout ça se rejoint. Parce qu'au fond, demain, s'il faut financer ce que vous faites aujourd'hui, et si ça devient un pivot de l'économie, il faut bien qu'on s'intègre dans cette économie-là. Et il ne faut pas traiter votre sujet comme un sujet à part. C'est un sujet de notre devenir commun, et il faut qu'on en prenne la mesure. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Cohen, donc vous nous avez apporté des choses, vous nous avez écouté aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire après cette commission? Je crois que nous faisons tous face au même problème et que nous avons tout intérêt, comme nous l'avons fait dans le capital risque sur les 3 dernières décennies, à travailler ensemble pour essayer de résoudre des questions qui sont les questions de notre époque, si vous voulez, de notre ère. Après une révolution d'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat du monde des affaires, nous vivons aujourd'hui une révolution sociale. Il y a une vague énorme d'entrepreneuriat social qui s'est créée partout dans le monde, qui commence aujourd'hui. Vous y participez, j'y participe aussi. Il est important de créer les structures nécessaires au développement de ce secteur à l'échelle du problème. Si nous créons un secteur qui est underpowered, qui n'a pas la puissance voulue, les problèmes que crée le capitalisme finiront par le manger ou le détruire. Conquérir. Voilà. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un grand danger à penser petit, si je peux me permettre de le dire. Parce que ce que j'ai vu en Grande-Bretagne, c'est qu'il était plus facile de commencer grand avec les pouvoirs publics en leur interdisant de participer aux décisions qui sont prises sur les investissements, que de commencer petit et d'attirer les personnes qui ont les qualifications nécessaires. Aujourd'hui, chez Bridges, parce que nous avons 115 millions de livres sous gestion, les personnes qui travaillent dans notre équipe partent pour Harvard Business School, pour Wharton Business School. Ce sont des personnes qui seraient rentrées dans le capital risque privé et qui ont préféré essayer d'aider à atteindre des objectifs sociaux que de travailler seulement à but lucratif. C'est une énorme puissance que nous devons essayer d'utiliser. Et donc, ma constatation à moi, c'est que nous œuvrons tous dans la même direction. Il faut que nous travaillions avec le secteur privé, avec les pouvoirs publics, pour essayer de transformer le capitalisme. Le capitalisme tel que nous l'avons connu, après la crise que nous, comme vous le disiez, la crise que nous subissons aujourd'hui, ne pourra pas continuer de la même manière. Il faut qu'il se transforme, et qu'il utilise les capacités de ces populations pour résoudre des problèmes sociaux en même temps. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir. Et ça fait plaisir d'entendre ce qu'on vient d'entendre à la fin. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'entendre ce que on vient d'entendre à la fin de cette commission. La méthode, je me tourne vers Virginie, c'est qu'on se retrouve à 17h en salle. Quelle salle ? En salle Victor Hugo, où donc il va y avoir une synthèse des travaux de la journée avec des rapporteurs et puis donc le député qui conclura nos travaux. Donc à 17h, on se retrouve en plénière. Merci beaucoup à tous.